Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi pour cette première journée de la présidence française du Conseil de sécurité. C'est également la première fois pour nombre d'entre vous que vous rencontrez l'ambassadeur Bonnafont. ses fonctions comme nouveau représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York le 17 mars dernier. Je vous donnerai, avant de commencer, quelques éléments de parcours concernant l'ambassadeur. L'ambassadeur a précédemment occupé les fonctions d'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse. Pendant la même période, il a été rapporteur général des États généraux de la diplomatie, une consultation générale initiée par le président de la République Emmanuel Macron et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna en mars 2023 pour renforcer l'appareil diplomatique français. Auparavant, l'ambassadeur Bonnafont a été conseiller du Premier ministre français Édouard Philippe en 2020, directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de 2015 à 2019, ambassadeur à Madrid de 2012 à 2015, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé de 2011 à 2012 et ambassadeur à New Delhi de 2007 à 2011. L'ambassadeur Bonnafont a également travaillé à l'Élysée auprès du président Chirac de 1997 à 2007. Je vais maintenant laisser la parole à l'ambassadeur pour quelques propos liminaires et puis nous passerons à une séance de questions-réponses afin de discuter le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois d'avril qui a été adopté ce matin et qui vous a été distribué. Et avant de passer la parole à l'ambassadeur Bonnafont, je vous demanderai, lorsque je vous donnerai la parole pour les questions, de bien vouloir vous présenter ainsi que le média que vous représentez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup Alexandre. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, bonjour. C'est donc la première fois que je me retrouve devant vous pour cette prise de fonction à l'occasion de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d'avril. Et donc tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point j'apprécie que vous ayez souhaité cette rencontre et vous dire que naturellement, la France, présidente du Conseil de sécurité pour le mois d'avril, sera toujours ouverte à répondre à vos questions et que cette mission est toujours, de façon plus générale, ouverte à un travail de confiance avec les représentants des médias, tant il est vrai que nous croyons dans la liberté de la presse, dans l'indépendance de la presse et dans l'intérêt d'une communication très fluide entre la presse et nous. Je ferai mon introduction en français, d'abord parce que nous bénéficions d'excellents interprètes que je remercie, et surtout parce que nous croyons beaucoup dans le multilinguisme au sein du système de l'ONU. Ça ne vous surprendra pas venant de l'ambassadeur de France. La question linguistique est, vous le savez, pour nous, quelque chose de tout à fait fondamental. Alors, cette présidence, il n'aura échappé à aucun d'entre vous qu'elle intervient comme celle de ma prédécessrice danoise et probablement comme celle de mon successeur grec, au point que certains parlent d'un trimestre de présidence européenne, ce qui est une combinaison intéressante. Elle intervient à un moment tout à fait particulier pour le multilatéralisme, puisque nous traversons toute une série de crises et de conflits armés et de crises de financement ou de polarisation qui obligent le multilatéralisme à se poser la question de ses méthodes et de sa capacité à répondre aux défis pour lesquels il a été établi. Pour nous, l'ONU est absolument essentielle. Elle doit assurer le respect de principes tels que la coopération, tels que la solidarité internationale, tels que la souveraineté des États, et elle doit travailler dans le cadre de la charte qui est notre loi commune. Ces principes ne sont pas seulement fondamentaux, ils sont pour nous la base de l'architecture du système multilatéral et du droit international. Et le président de la République, comme le ministre des Affaires étrangères, ont eu l'occasion à maintes reprises de réaffirmer notre conviction. La société internationale doit être fondée sur la règle de droit et l'ONU est la clé de voûte du système international.
Ce multilatéralisme, il doit être opérationnel, il doit être crédible et convaincant. Et naturellement, pour le Conseil de sécurité, c'est au service de la paix qu'il doit être, de même que l'ensemble du système onusien est au service de ces trois piliers, la paix, les droits de l'homme, le développement humain. Et nous assumerons cette présidence en veillant à ce que les travaux du Conseil portent sur les nombreuses crises que le Conseil doit traiter. L'Ukraine, évidemment, en premier lieu. Inutile de vous rappeler la position de la France là-dessus. La France est mobilisée au plus haut niveau pour venir en soutien de l'Ukraine. Et pour ce qui concerne le Conseil de sécurité, l'actualité, c'est de savoir si les annonces de discussions sur le cessez-le-feu donnent un résultat ou non. Et naturellement, pour le Conseil de sécurité, il est extrêmement important qu'il y ait cette logique d'un cessez-le-feu qui soit respecté et qui conduise à une paix juste et durable. Et paix juste et durable, cela veut dire pour nous une paix qui soit fondée sur les principes de la Charte et sur le respect de la liberté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine. Le Conseil devra accompagner, guider vers ce résultat-là. Au Proche-Moyen-Orient aussi, la situation est particulièrement préoccupante. Non seulement nous voyons les conflits se poursuivre, mais nous ne pouvons pas exclure une escalade régionale. Et là aussi, le Conseil est attendu sur de nombreux dossiers. Le dossier de Gaza, bien entendu, la question plus large du conflit israélo-palestinien, l'avenir du Liban, l'avenir de la Syrie au lendemain de l'annonce du gouvernement de transition, le Yémen. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui s'est fréquemment déplacé, qui se déplace fréquemment dans la région, sera à New York pour le débat général sur le Moyen-Orient le 29 de ce mois. Et dans cet esprit d'apaisement des conflits, de reprise du chemin de la négociation, la France, avec l'Arabie saoudite, prépare, conformément au mandat que nous avons reçu de l'Assemblée générale, une conférence internationale sur la solution fondée sur deux États qui devra avoir lieu avant le début de l'été, au mois de juin. Mobilisation du Conseil de sécurité en faveur de l'Afrique, où ces mêmes principes d'intégrité territoriale sont bafoués, par exemple en République démocratique du Congo. Au Soudan et au Soudan du Sud, des populations entières sont obligées de quitter leur pays respectif à cause des combats. Au Soudan du Sud, le processus de paix lui-même semble fragilisé, donc il appartiendra au Conseil de continuer à traiter de ces situations-là. Enfin, le Conseil examinera les situations en Haïti, où vous avez vu l'urgence pour la nouvelle mission des Nations Unies de se mettre en place dans des conditions qui en assurent la sécurité, la crédibilité et l'efficacité. Et le Conseil fera le point sur le processus de paix en Colombie. Partout, cette liste n'est pas exhaustive et bien entendu, je me tiens à votre disposition pour les questions que vous pourrez avoir sur ces crises et sur les autres. Tout ce travail du Conseil, nous souhaitons qu'il soit conduit en gardant à l'esprit la nécessité du respect du droit international humanitaire et de la protection des populations les plus vulnérables. Nous organiserons en avril 2 des réunions annuelles qui sont régulières. La première, notre présidence va coïncider avec la réunion des chefs des composantes militaires des opérations de maintien de la paix. Ce sera un peu dans le prolongement de ce que le Danemark a fait avec ce débat ouvert sur le maintien de la paix, l'occasion d'échanger au Conseil sur la mission des opérations de maintien de la paix en matière de cessez-le-feu. Et d'autre part, le haut-commissaire aux réfugiés, M. Filippo Grandi, viendra en avril pour le briefing annuel des membres du Conseil sur la situation des déplacés et des réfugiés. Servir les intérêts collectifs de la communauté internationale, agir avec détermination pour le règlement des conflits dans le cadre de la Charte, cela passe par, bien entendu, un esprit de cohésion du maximum de membres du Conseil. Cela passe aussi par
la discussion, le dialogue avec les autres partenaires des Nations Unies, que ce soit les pays contributeurs de troupes, que ce soit les autres pays intéressés par les conflits, que ce soit nos partenaires européens. Et à cet égard, bien entendu, la coordination européenne sera pour nous tout à fait importante. Nous veillerons également à l'association de la société civile aux efforts de paix, car la société civile a des choses à dire. Je pense par exemple à la République démocratique du Congo, pour laquelle quelques initiatives importantes sont en cours. Nous veillerons également à l'association des femmes aux efforts de paix. Pour conclure, je souhaitais rappeler que la vitalité du Conseil passe aussi par sa capacité à refléter au mieux l'évolution de la société internationale. C'est la raison pour laquelle les questions institutionnelles et la réforme du Conseil ont toute leur importance et nous poursuivrons avec l'ensemble des partenaires impliqués la discussion sur les moyens de dépasser les blocages du Conseil en soutenant le renouvellement des méthodes de travail, notamment les décisions opérationnelles que nécessite le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et en encourageant l'élargissement et l'encadrement du droit de veto en cas d'atrocité de masse. Vous connaissez l'initiative lancée il y a maintenant 10 ans par le Mexique et la France, et à laquelle, pour vous donner le dernier état des lieux, l'Arménie s'est jointe tout récemment, portant à 107 le nombre des soutiens à cette initiative. Voilà en quelques mots les priorités d'action et les principes qui nous guideront pendant ce mois d'avril, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être, Alexandre, voudrez-vous modérer cette discussion? Je vous remercie. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Comme il est d'usage, nous allons commencer avec une première question de la part de la présidente de l'Association des correspondants aux Nations Unies, Valéria Robeco, qui est également correspondante de l'ANSA. Thank you so much. Merci infiniment, Excellence, de cette conférence de presse. Au nom de l'Association des correspondants aux Nations Unies, nous vous souhaitons bonne chance pour ce mois-ci. Ma question porte sur l'Ukraine. Visiblement, les pourparlers pour parvenir à cesser le feu sont dans la passe. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations actualisées? Que va-t-il se passer au Conseil de sécurité pendant votre présidence? Est-ce que vous pensez que les Nations Unies peuvent actuellement jouer un rôle actif pour relancer l'accord, par exemple? Merci. Okay. You remember that. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, deux résolutions ont été adoptées par l'Assemblée générale sur l'Ukraine et une a été adoptée au Conseil de sécurité. Nous avons voté pour les deux résolutions à l'Assemblée et nous sommes abstenus lors du vote sur la résolution au Conseil. Notre objectif, comme je l'ai dit dans mon introduction, est très clair. Les Nations Unies doivent appuyer une paix durable, une paix longue, c'est-à-dire une paix respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et une paix élaborée dans des conditions qui permettent à l'Ukraine d'être elle-même l'artisane de cette paix. Et les Européens, dont la sécurité est également en jeu, seront associés. Voilà la position française. En tant que président du Conseil de sécurité, nous serons bien évidemment ouverts à examiner toutes les suggestions des membres afin que ce qui se passe actuellement entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie et le résultat de ces discussions, quel qu'il soit conduit dans la bonne direction par les Nations Unies. Pour ce qui est du rôle de l'association des Nations Unies, alors premièrement, les Nations Unies doivent appuyer une paix qui respecte les principes de base dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, nous verrons ce qui suit les négociations. Et là, il appartiendra aux négociateurs de faire leur travail pour trouver des solutions, et ce, avant de voir ce qui peut être fait après.
Thank you so much. Thank you, Alex. Suzanne, merci. Merci Alexandre. Merci Monsieur l'ambassadeur. Ma question va dans le droit fil. Alors, je m'appelle Suzanne Terabadi. Je suis de Indian Zion International Network. J'ai une question qui concerne la Russie et l'Ukraine. Alors, quelle est votre proposition sur la proposition d'une échéance, d'une date butoir pour les pourparlers et quels sont peut-être les outils à la disposition des Nations Unies et peut-être de l'Union européenne pour convaincre la Russie de participer plus sérieusement aux négociations. Take my French casquette, if you don't mind, to answer your question. Alors, vous avez certainement vu qu'il y a quelques jours à Paris, il y a eu une réunion entre le président Zelensky et le président Macron, premièrement, et ensuite un sommet avec une trentaine de pays réunis pour appuyer l'Ukraine. Et cette manifestation de soutien est multiple. Le soutien politique d'abord. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine qui a été agressée par la Russie et qui a le droit légitime de se défendre et de protéger son pays. Ensuite, un soutien financier qui est extrêmement important. L'économie du pays est ruinée par les bombardements, la destruction et la guerre. Et donc, l'Ukraine a besoin des moyens nécessaires pour que sa population puisse continuer à avoir une vie normale et pour que le pays puisse préparer la reconstruction une fois terminée la guerre. C'est le deuxième point. Troisième point, un soutien militaire, parce que l'Ukraine doit avoir les capacités de se défendre. Et il y a un déséquilibre considérable entre les capacités militaires de la Russie et celles de l'Ukraine, et par conséquent, les Européens doivent absolument apporter leur appui militaire à l'Ukraine en apportant les moyens adaptés. Et enfin, s'agissant de la paix, notre rôle en tant qu'Européens, c'est d'appuyer les demandes de l'Ukraine pour que ses intérêts légitimes soient respectés. Merci. Édouard ? Je voudrais tout d'abord vous souhaiter bonne chance pour votre présidence. Vous êtes relativement nouveau ici, donc je voudrais revenir un petit peu en arrière. Depuis 2022, après la crise ukrainienne, le Conseil de sécurité n'a pas adopté de résolution jusqu'à très récemment. Et ensuite, lorsque la guerre a commencé à Gaza, plusieurs résolutions ont été adoptées, mais aucune n'a été respectée. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pourquoi est-ce que le Conseil est encore pertinent et comment pouvez-vous améliorer son travail pour prouver sa pertinence? Merci. Alors, sur de nombreuses autres crises, le Conseil de sécurité travaille activement pour lancer des processus permettant d'une façon ou d'une autre à mettre fin à un conflit. Il n'y a pas de baguette magique pour que les mots du Conseil suffisent à mettre un terme à un conflit. Mais le Conseil, sur la base de la charte, a légitimé des processus, a appuyé des processus et à déployer des opérations qui peuvent faciliter des processus. Ce n'est jamais une tâche facile. Si c'était facile, le Conseil de sécurité ne serait plus utile. Donc, le fait que le Conseil de sécurité n'ait pas suffisamment réglé la question de l'Ukraine ou de Gaza ne signifie pas que le Conseil n'est pas pertinent. Ça signifie simplement que ces dossiers sont extrêmement épineux. Cela montre aussi les dissensions au sein de la communauté internationale, notamment la position de certains pays face au conflit, qui rend tout règlement particulièrement difficile. Néanmoins, je crois que juger de la pertinence du Conseil de sécurité sur la base d'une analyse à court terme de certains conflits serait une analyse un petit peu à courte vue. Alors,
Voyons les choses autrement. Oui, le Conseil de sécurité doit constamment revoir ses méthodes de travail, ses décisions, revoir les opérations qu'il décide de lancer. Il doit examiner ses capacités à régler telle ou telle situation. Donc cette analyse est nécessaire. Mais avons-nous une autre solution que le Conseil? Nous avons besoin d'une dynamique politique en parallèle au travail du Conseil. En Afrique, par exemple, nous avons besoin de la participation de l'Union africaine, de toutes les organisations africaines pour trouver des solutions adaptées au pays, mais il faut également la valeur ajoutée de la légitimité politique apportée par le Conseil. Et nous avons besoin du soutien international que peut apporter le Conseil en lançant des opérations que nous appuierons ensuite tous ensemble. Merci. Microphone. Oui, merci, Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue. Je suis de UN News World Report. Alors, une autre question concernant l'Ukraine. Il y aura peut-être d'autres. Votre ministre des Affaires étrangères a dit à Madrid que la Russie doit aux États-Unis et aux autres parties de discuter un cessez-le-feu. Et nous avons un petit peu entendu une réponse du Kremlin aujourd'hui. Il a été dit qu'un cessez-le-feu de 30 jours n'est pas encore envisagé. Mais il y a la question du cessez-le-feu de l'initiative pour la mer Noire, et donc ce serait peut-être une solution. Alors, on se souvient de ce qui s'est passé lorsque l'initiative a d'abord entré en vigueur en 2022. Est-ce que vous pensez que les Nations Unies devraient avoir un rôle à jouer? Est-ce que cela devrait précéder un accord de paix de taille? Est-ce que la France appuie cela? Alors, ce dont nous avons besoin, d'abord et avant tout, c'est l'engagement toute bonne foi de la Russie pour discuter d'un cessez-le-feu, c'est la France qui parle là, et pour lancer de véritables négociations de paix. Comme nous l'avons vu après Riyad, plusieurs documents ont été publiés et les Russes ont apporté quelques nuances à différents documents, ce qui ne permet pas vraiment de tirer au clair la situation. Et nous avons vu aussi que malgré le cessez-le-feu concernant les infrastructures énergétiques qui avaient été annoncées, cela n'a pas empêché la Russie de continuer ses bombardements. Et donc, c'est la Russie, ce sont les Russes qui doivent prouver leur bonne foi. Bonne chance pour ce mois de présidence. I'm going to carry on in English for my... Je vais poursuivre en anglais pour mes collègues, parce qu'ils souffraient trop si je continue en français. Il y a eu la proposition de la Russie de placer l'Ukraine sous une autorité temporaire des Nations Unies, visiblement, étant donné que la Russie bloque le Conseil depuis 2022, étant donné que qu'il y a eu blocage de la mission d'experts, etc. Vous avez parlé d'un engagement en toute bonne foi nécessaire de la part de la Russie. Alors, dans les situations actuelles, est-ce que la possibilité de placer l'Ukraine sous une entité onusienne serait une solution? C'est ma première question. Ensuite, j'aurai une question sur la réforme du Conseil de sécurité. L'Ukraine dispose d'un président de la République qui a été élu au suffrage universel. L'Ukraine dispose d'institutions solides. L'Ukraine dispose d'une constitution, dispose d'une économie, dispose d'une population qui est engagée dans la défense de son indépendance et de sa souveraineté. Et je crois que ces éléments suffisent à répondre à votre question. Deuxième question sur la forme du Conseil de sécurité. Vous avez évoqué l'initiative franco-mexicaine sur la suppression du veto en cas de crime de masse. Cette initiative n'apparaît pas au programme ce mois-ci. Est-ce qu'il s'agit d'un effort en cours? J'en suis certaine. Vous venez de dire que l'Arménie a rejoint l'initiative. Mais en particulier, ce mois-ci, comment allez-vous insister sur cette initiative? Du Conseil
à proprement parler, que ce sont des consultations qu'avec le Mexique, nous continuons à conduire. These are not part of the... Ne sont pas à l'ordre du jour du Conseil. Il s'agit de consultations que nous menons en continu et je pense que quand il viendra, le ministre voudra travailler sur cette question. Je représente le réseau Al-Haddad du Moyen-Orient. Nous avons entendu votre réponse sur Gaza, sur le rôle du Conseil, mais étant donné l'urgence de la situation, il y a énormément de personnes qui sont tuées à Gaza. Il n'y a pas d'aide humanitaire, d'eau, d'électricité. Il y a des déplacements qui se poursuivent, les derniers à Rafah. Pouvez-vous envisager que, sous votre présidence au Conseil, il pourrait y avoir une initiative qui pourrait aboutir à un cessez-le-feu à Gaza? Je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire, mais il semble que c'est extrêmement urgent que le monde agisse, qu'il ne reste pas impuissant à regarder ce qui arrive à la population de Gaza. S'agissant de l'initiative franco-saoudienne, la conférence internationale début juin, avez-vous obtenu des indications d'Israël et des États-Unis selon lesquelles ils participeraient à cette conférence, une conférence qui traite de la solution à deux États que le Parlement israélien a déjà exclue? Il a exclu d'appliquer cette solution. Que pouvez-vous nous dire sur ces questions? Avez-vous des indications dans ce sens? Merci. Je pense que vous établissez à juste titre une distinction entre le court et le moyen terme. À court terme, c'est le cessez-le-feu. Court terme, c'est la libération des otages. Et donc, nous appuyons tout à fait, nous, la France, mais en fait, tout le monde appuie le travail actuellement accompli, en particulier par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, afin de convaincre tout d'abord le Hamas de libérer les otages et de le faire de manière digne, car ce que nous avons vu lors de la libération des otages et les jeux joués autour de la libération des otages, c'était tout simplement inacceptable. Et ça n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Donc, il faut faire tout ça de manière digne et intégralement. Mais en même temps, clairement, il faut également que les bombardements cessent et que les forces israéliennes reviennent au plein respect du cessez-le-feu, que les parties reviennent à la logique de l'accord de janvier. Ensuite, il y a le moyen terme. Le moyen terme, c'est de préparer ce qu'on appelle en français le jour d'après. Et là, il y a deux processus. Il y en a un qui est un processus dirigé par les Arabes, de la conférence de reconstruction pour Gaza, qui devra aborder la reconstruction physique, la gouvernance et un certain nombre d'autres questions. Et deuxièmement, il y a ce sur quoi nous travaillons avec l'Arabie saoudite. C'est un processus en cours, donc je ne peux pas vous dire quel est l'objectif final parce qu'on est encore en train d'en discuter en ce moment entre nos capitales et avec les différents acteurs. Donc cette conférence doit réaffirmer la nécessité de la solution à deux États. Car si vous voulez avoir un cessez-le-feu qui tienne et qui aboutisse à des négociations de paix, il faut que l'objectif soit très clair, la solution à deux États. Merci. Thank you very much. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Edith Lodra, Associated Press. La désignation d'un ou une nouvelle ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU a été à nouveau retardée, repoussée par l'administration Trump. Pouvez-vous nous dire quelles répercussions ces décisions vont avoir pour le Conseil? Pouvez-vous également nous dire si, pendant votre présidence ce mois-ci, vous saisirez de l'appel du secrétaire général en faveur
d'une force multinationale pour Haïti qui serait financée par l'ONU pour ce qui est de la logistique et du matériel. Sorry, you said Haiti. Pardon, vous avez bien dit Haïti. Talking about Haiti, yes. Je crois bien que je parlais d'Haïti, oui, tout à fait. La force multinationale pour Haïti. Je n'avais pas bien compris ce que vous disiez. Yes, on the... Alors, pour la première question, je ne peux pas vous parler du Conseil, je peux vous parler de la France. Nous travaillons avec le représentant du gouvernement américain. Les États-Unis sont un partenaire qui décide de manière souveraine qui les représente au Conseil de sécurité, comme n'importe où ailleurs. Donc pour nous, cette question a une réponse toute simple et claire. Alors pour ce qui est d'Haïti, effectivement, nous sommes vivement préoccupés par ce qui se passe en Haïti et nous voulons vraiment que l'ONU soit en mesure de déployer là-bas une mission capable de travailler de manière efficace et sûre. Et donc, bien sûr, ça signifie un financement. Il nous faut un financement pour cette mission. Il faut des dispositions logistiques car la situation sécuritaire là-bas est extrêmement difficile. Vous savez à quel point l'accès à Haïti est complexe pour qui que ce soit. Vous savez que la situation est très difficile, notamment en matière de sécurité du personnel. Et vous savez que les gangs qui contrôlent une partie d'Haïti ne respectent absolument pas le caractère inviolable de qui que ce soit. Donc pour nous, c'est absolument crucial. Il faut essayer de mettre au point un modus operandi pour cette mission qui lui permette de fonctionner efficacement en toute sécurité. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Amélie Bottelier de l'agence France Presse. Je vais poser la question en français, j'en profite. Je change de continent sur la République démocratique du Congo. Le Conseil a adopté il y a quelques semaines une résolution très claire demandant au Rwanda et aux forces rwandaises de se retirer de l'est de la RDC. Ça n'a pas été du tout suivi des faits. Le M23 continue son avancée. Kinshasa réclame des sanctions très claires, une liste de sanctions très longue de la part du Conseil de sécurité. Est-ce que, en tant que plume, la France est prête à aller vers cette demande de mettre des sanctions, d'ajouter des sanctions, notamment contre les responsables rwandais? Merci. Merci. Alors, tout d'abord, c'est un cas typique dans lequel le Conseil de sécurité doit travailler et travaille effectivement en liaison étroite avec des médiations régionales dont vous connaissez l'importance, celle qui était conduite par le président angolais, président de l'Union africaine. C'est tout à fait capital. Vous avez vu que ces dernières semaines, un certain nombre d'autres initiatives ont été prises. Il y a eu notamment une réunion à Doha il y a quelques jours des deux présidents du Rwanda et de RDC. Tout ce qui facilite la prise en compte par les uns et les autres d'un mécanisme de paix est pour nous positif. Alors effectivement, le Conseil de sécurité s'est prononcé il y a très peu de temps sur l'urgence de la cessation du cessez-le-feu. Nous avons constaté et nous avons eu un briefing il y a quelques jours de l'envoyé spécial qui a fait un état des lieux de la situation dans lequel elle notait la poursuite des hostilités. Elle notait que le M23 continuait à avancer. Elle notait que les troupes rwandaises continuaient à lui apporter leur soutien. Elle notait de très nombreuses violations du droit international humanitaire et des empêchements à la MONUSCO à exercer sa mission. Donc oui, le Conseil de sécurité va devoir agir de façon, va continuer à agir de façon très sérieuse sur la République démocratique du Congo. Sinan. Thank you very much, Alexandre. Merci, Alexandre. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je suis de Rudolph Media Network. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour ce mois-ci. J'ai une question sur la Syrie.
Comme vous le savez, la Syrie a maintenant un nouveau gouvernement depuis le week-end. Et les minorités kurdes et autres se demandent si leurs droits seront respectés. En tant que président du Conseil de sécurité, comment le Conseil peut-il garantir les droits de toutes les minorités, qu'ils seront respectés et protégés en Syrie? De plus, pourriez-vous nous dire quelle est la position de la France en Syrie, notamment pour ce qui est de la protection des droits des minorités, en particulier les Kurdes? Merci. Alors effectivement, vous avez fait référence explicitement ou implicitement à un certain nombre d'événements ou de décisions qui ont eu lieu ces derniers temps. L'événement qui a préoccupé le Conseil et qui l'a conduit à adopter une déclaration présidentielle, d'ailleurs, ça a été les très violents massacres qui ont eu lieu sur la côte il y a quelques jours en réaction à une rébellion. Le Conseil de sécurité s'est prononcé de façon très ferme. Et il a condamné les violences et il a exigé que les autorités syriennes se comportent comme il est attendu d'elles, c'est-à-dire dans le respect des populations civiles et dans le respect des minorités. Il y a un nouveau texte constitutionnel de transition. Il y a un gouvernement de transition qui intègre un certain nombre de personnes qui viennent de différents horizons. La France vient de se prononcer sur ce sujet. Pour nous, il est clair que pour que la Syrie renoue durablement avec la paix civile et construise une nouvelle Syrie, si j'ose dire, il faut qu'elle soit respectueuse de sa propre diversité, il faut qu'elle soit inclusive et il faut qu'elle soit débarrassée du fléau du terrorisme et en paix avec ses voisins. Et c'est sur tout cela qu'il faut travailler et que le Conseil de sécurité doit être engagé en appui des efforts qui sont par ailleurs développés et en appui des volontés affichées des autorités transitoires de Syrie. À cet égard, le représentant spécial Geir Peterson a briefé le Conseil il y a quelques jours. Nous aurons la Syrie à l'agenda du Conseil en plusieurs occasions le mois prochain et nous continuerons à porter ce message. Michel. Thanks, Ambassador Michel Nichols. Merci, Monsieur l'ambassadeur Michel Nichols Reuters. J'ai une question sur l'Iran. Les États-Unis vont essayer de pousser la France et autres membres européens du Conseil à intervenir. Savez-vous quand cela pourrait avoir lieu? Que pourrait-on essayer de faire pour essayer d'éviter cette option? L'Europe est également en train de réévaluer la manière de se comporter face à la nouvelle administration américaine. Êtes-vous en train de réévaluer, d'envisager différentes manières de traiter avec les Américains ici à l'ONU? Je n'ai pas d'indication sur la première partie de votre question. Sur la deuxième partie, comme vous le savez, il y a un processus de négociation en cours avec l'Iran sur la question nucléaire et sur l'accord global. Notre objectif est très simple. L'Iran doit respecter son accord son engagement au titre de cet accord. Vous faites référence à l'approche de la période finale de cet accord. Donc, nous avons des échéances très importantes qui nous attendent. Nous allons utiliser cette période au mieux, avec la conviction que il faut que ce soit un succès et nous devons continuer à faire pression sur le régime. Thank you. Nabil Abissab. Merci. Station télé Al Arabi sur le Liban, Monsieur l'ambassadeur. Alors, la banlieue de Beyrouth est à nouveau bombardée. Il y a de nombreuses autres violations qui ont lieu au quotidien. Alors, je ne vois pas le Liban sur votre programme de travail ce mois-ci. Qu'allez-vous faire pour remettre le cessez-le-feu en bonne voie? Je voudrais également vous poser une question sur la situation financière de l'ONU. Avez-vous peur que peut-être l'ONU ne pourra pas fonctionner comme elle le devrait
en raison de ces problèmes financiers. Merci. Alors, il s'agit de questions différentes. En tant que président du Conseil de sécurité, nous aurons un débat sur le Moyen-Orient le 29. Ce sera l'occasion pour ceux qui le souhaitent de traiter également de la question du Liban. En tant que France, je vous rappellerai que le président Aoun était à Paris il y a quelques jours. C'était sa première visite en France dans ses fonctions. La meilleure manière d'appuyer ce qui se passe au Liban, nous en avons discuté. Comme vous le savez, pour la France, c'est un moment absolument critique pour le Liban qui a la possibilité de mener des efforts en faveur d'une paix durable, des efforts en faveur de la reconstruction, des efforts afin de revenir à ce qu'on devrait avoir, un pays en paix sur la base de la coexistence mutuelle des communautés, la prospérité, la paix avec ses voisins. À cet égard, vous faisiez référence au bombardement. Nous avons demandé à Israël de cesser ses activités militaires au Liban et de donner au Liban une chance de se relever. S'agissant de la situation financière, alors bien sûr, il y a un processus en cours, car il y a eu des annonces de report, de réévaluation, de retrait, de versement financier à l'ONU. Bien sûr, la situation est très grave et tous les États membres doivent appuyer les processus permettant à l'ONU de faire face à cette situation afin que notre édifice commun, c'est-à-dire cette organisation, puisse continuer à appliquer son mandat. Une dernière question, Fadamine. Merci, Abdelhamid Sayam. Al-Quds al-Arabi. Monsieur l'ambassadeur, le 15 décembre 2017, le président Hollande avait demandé une conférence internationale sur la Palestine. Il n'avait pas invité Israël et la Palestine à cette conférence. Et lorsque le président Hollande était ici, nous lui avions demandé ce qu'il notait de cette conférence. Il s'est moqué de ma question, mais regardez ce qui s'est passé depuis. Alors voici ma question. Qu'est-ce qui est différent avec cette conférence que nous allons avoir en juin? L'ambassadeur Mansour de la mission palestinienne ne cesse de dire que cette conférence devrait être opérationnelle, que des mesures devraient être prises. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer un appui à la solution à deux États. Il faut faire quelque chose. Est-ce que votre pays, avec l'Arabie saoudite, est prêt à opérationnaliser cette conférence, à faire quelque chose pour parvenir à une solution à deux États? Deuxième question. Votre reconnaissance du caractère marocain du Sahara occidental, ne s'agit-il pas là d'une violation du droit international? Car les nombreuses résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, eh bien, là, votre pays a joué un rôle essentiel. Pourquoi avez-vous changé d'avis et reconnu le caractère marocain du Sahara occidental? Merci. Alors, vos questions sont plus des déclarations que des questions, si vous me permettez. Cependant, la paix est un processus. La paix, c'est une construction progressive, c'est un engagement. Je ne peux pas vous dire quel sera le résultat de la conférence franco-saoudienne. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'Assemblée générale a convoqué cette conférence et avec l'Arabie saoudite, nous avons décidé d'essayer d'en faire un succès afin de rétablir l'espoir pour les peuples de la région, en particulier les Palestiniens, mais également pour de nombreux Israéliens. L'espoir que l'on soit en train de mettre en place une solution durable. Encore une fois, il n'y a pas de miracle en diplomatie. La diplomatie, c'est un travail très patient dans lequel, pas à pas, nous faisons le bilan d'une solution très difficile et à partir de là, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer d'améliorer les choses. Chacun devra rejoindre les efforts à cet égard. Le Hamas doit faire des concessions, il doit libérer les otages, il doit arrêter de faire semblant de diriger Gaza, il doit arrêter. L'autorité palestinienne doit se réformer. Les Israéliens doivent accepter la reprise du processus de paix. Les autres pays doivent rejoindre les efforts visant à appuyer une solution qui est en train de naître. Ça ne sera pas facile, mais l'objectif d'une telle conférence, c'est de convaincre chacun que
il y a une voie menant à cette solution. Pour ce qui est de la MINURSO, il y aura un débat et des consultations au Conseil de sécurité ce mois-ci. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup.